Alors mon parcours il est particulier parce que j'ai eu, on va dire, une vocation précoce pour la pédopsychiatrie, c'est-à-dire que toute petite j'avais envie d'aider des enfants qui étaient en difficulté. Et alors je ne savais pas si c'était de la pédopsychiatrie, de la psychologie, je ne connaissais pas les termes, mais je m'y suis intéressée très tôt et quand j'ai fait médecine c'était vraiment pour ça. J'ai eu la chance à la Salpé d'avoir des enseignants en psychiatrie assez extraordinaires, dont Daniel Vildoché, et à l'époque Marie-Christine Hardy, et là j'ai découvert, j'allais dire, une autre version de la psychiatrie que simplement les symptômes, et des gens qui vivaient finalement vraiment leur rencontre avec les patients. Donc ça m'a donné encore plus envie de me diriger vers ça, et dans l'externat, j'ai été pendant tout un temps à Alfred Binet, où j'ai rencontré en consultation Michel Audy, où j'ai vu pour la première fois finalement des consultations avec des enfants. Et là, j'allais dire, ça a fait paf dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est donc ça l'inconscient. Et j'ai des souvenirs encore aujourd'hui de séances, et notamment une qui m'avait vraiment impressionnée, d'un symbolisme incroyable, où un enfant avait dessiné tout un quart envahi par des tas et des tas d'enfants. Et lui, il n'y avait pas de place pour lui, et en fait c'était un enfant qui avait du mal parce que sa mère faisait des bébés tout le temps, et je revois Michel Audy en train de dire « Ah non, les bébés, ça suffit, les bébés, stop les bébés !» Parce que cet enfant avait mis un énorme sens interdit devant le bus, et voilà, je le revois en train de dire « Ah non, ça suffit les bébés, stop, sens interdit les bébés !» Et là, d'un seul coup, je me suis dit « C'est ça, quoi, c'est ça !» Et cet enfant, c'est ça qu'il veut dire, et c'est incroyable, et je me suis passionnée. J'ai même fait 2 stages à Alfred Binet. Je tapais pendant les vacances les consultations pour m'en imprégner, pour remplacer la secrétaire qui était en vacances. Enfin, et j'ai appris énormément de ça. Et du coup, quand j'ai été nommée interne, j'ai eu la chance de passer 1 an à la Fondation Vallée, de rencontrer Roger Mizès, qui était quand même un personnage assez impressionnant et en même temps extrêmement sensible, et qui avait une humanité clinique incroyable avec les enfants. Et là aussi, j'ai plongé dans cette clinique, j'allais dire, avec un maître qui pouvait montrer en vrai ce que pouvaient représenter des mouvements inconscients chez un enfant. J'ai souvenir d'une consultation d'un enfant qui était arrivé en hurlant, détesté de tout le monde, ses parents disant « mais c'est un monstre », et commençant à vraiment être désagréable dans le bureau, et Roger l'a pris, et puis petit à petit les parents sont partis, il s'est assis, tout bougon, et puis il a mis la main sur l'épaule, et il lui a dit quelque chose du genre, mais il n'y a pas, je sais pas, il y a pas un peu de tristesse chez toi? Et là j'ai vu cet enfant s'écrouler en larmes, et j'ai compris ce qu'était la dépression de l'enfant d'un seul coup. Et donc petit à petit, je me suis dit, je vais commencer à aller vers des textes. Mais c'était terrible, parce qu'ici, à la Fondation Vallée, il y avait les journées de perfectionnement, par exemple, où il y avait les Bovici, Diatkins, Soulet, Mizès, qui faisaient des grandes présentations cliniques. Il y avait des séminaires où des gens du service présentaient des choses, et puis les grands psychanalystes parlaient, et moi je ne comprenais rien. Donc je me disais, je suis idiote. Dans ma vie, j'ai une vie assez traumatique, et notamment j'ai perdu mon père très jeune, et je me sentais dans une espèce de non-légitimité. Je me disais non, mais je ne peux pas être là. Enfin, mais quand même, comme je suis assez scolaire, je me suis mise à lire Freud dans le RER, et puis je trouvais ça quand même assez aride. Et puis petit à petit, durant mon internat, on a monté un groupe de lecture avec des collègues internes. Et là, ça a été une révélation, parce qu'il y avait des gens comme moi qui découvraient, il y avait des un peu plus vieux, on faisait ça les uns chez les autres. Et là, j'allais dire, Freud est devenu vivant, c'est devenu un personnage. On pouvait interroger, on pouvait dire, mais là, il est pénible, c'est pénible ce qu'il raconte, on ne comprend rien, c'est obsessionnel. Il y avait un autre qui disait, mais non, c'est parce que tu n'as pas compris le sens, ou la traduction n'est pas bien faite. Et finalement, peu à peu, je me suis permise d'aller vers ces textes, en même temps que j'en découvrais d'autres, de psychanalyse de l'enfant, qui là me parlaient beaucoup plus dans la clinique, puisque j'ai passé 1 an ici, donc l'autisme, j'ai vraiment eu une rencontre avec les enfants, avant qu'elle soit théorique, elle a été clinique. Les enfants autistes, ils viennent vers vous, et puis ça passe ou ça casse. Et j'allais dire, ces textes-là m'ont parlé très vite, et notamment Winnicott. Je suis restée très winnicottienne, et voilà. Et du coup, en avançant petit à petit dans mon internat, j'ai eu la chance d'être interne en adulte chez André Féline à Bicêtre, qui était un service très ouvert, très respectueux des patients, avec une analyste, Annie Gutmann, qui a encadré aussi ma thèse. Et là, je me suis mise à me lâcher, j'allais dire, sur une autre lecture de Freud, qui était aussi celle d'un psychiatre de l'adulte,
Et aussi, j'ai commencé à travailler en liaison et à voir des patients qui avaient des vrais traumatismes chirurgicaux, des tentatives de suicide, des accidents. Et mon goût pour la psychiatrie de liaison, c'est-à-dire le lien entre le corps et la psyché vraiment, de gens malades somatiquement, est né de tout ça. Et voilà, ça a été une période très riche qui m'a amené secondairement à faire un DEA, à faire de la recherche. Là, dans ce DEA, c'était assez marrant parce que j'ai fait mon DEA l'année où j'étais enceinte et où je suis devenue mère, et du coup, j'ai appréhendé la recherche en même temps que j'étais dans une période de ma vie qui était assez riche, même assez formidable. Et dans cette recherche, je suis allée me questionner sur la schizophrénie et sur les cognitions dans la schizophrénie, avec l'idée que les patients schizophrènes étaient quand même sûrement des patients qui n'avaient pas une vie psychique pauvre, mais qui avaient une vie psychique autre. Donc on est allé travailler sur de la logique naturelle, on a créé des entretiens très particuliers sur les proverbes, enfin... Et à partir de là, j'ai commencé à lire les phénoménologistes, à reprendre Racamier, à aller chercher Green, et puis ça y est, c'était parti, j'allais dire. Après, l'idée a été d'essayer de continuer ma formation, et le choix c'était de se dire, est-ce qu'on devient universitaire ou pas? Ça a été encore une autre période. Parce que être universitaire, c'est transmettre. Donc pour transmettre, il faut quand même être formé. Donc j'ai fait aussi un cursus pour être formé, analytiquement parlant, un temps. Et ce qui m'est apparu très vite, à partir du moment où j'étais chef de clinique, et que j'ai pensé aller faire une carrière plus universitaire, c'est qu'on ne pouvait pas dissocier, bien sûr, le corps de la psyché, mais la pulsion de vie et la pulsion de mort. C'est pour ça que les premiers textes de Freud qui ont été les phares, c'était Deuil et mélancolie, ce qui n'est pas très étonnant avec mon histoire, puis Au-delà du narcissisme, et la négation. Et puis un jour, autour de la psychiatrie de liaison, autour d'un gamin qui était mort d'ailleurs, je me suis mise à lire Au-delà du principe de plaisir, et je me suis dit, mais alors là, il y a quelque chose, quoi. J'avais beaucoup apprécié l'esquisse, et je m'étais dit, mais c'est incroyable, Freud, quand même, là, il est dans un truc dur, de quelque chose de vraiment neurologique. Ça m'avait même dérouté au début de mon internat. Et là, de relire Au-delà du principe de plaisir, ça m'a vraiment amené à me dire, voilà, ça c'est un texte phare, quoi. Ça va être un travail sur ce texte. Et puis bon, bah voilà, on vient dans sa pratique, hein, mais l'introduction de cette pulsion de mort dans ce texte, et l'abord du traumatisme d'une certaine manière, je pense que c'est ça qui m'a lié à ce texte pour longtemps. Alors beaucoup de gens disent ça, mais c'est pas pour le congrès, c'est vrai. C'est un texte, on y revient, j'allais dire. Alors le colloque, bah, c'est aussi une histoire un peu d'amitié, hein. C'est des gens qui se connaissent, ou des gens qui voient les choses un peu de la même manière. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a des années, j'étais encore chef de clinique, j'avais écouté en Sermette, et j'avais été complètement fascinée par cette histoire, hein, vraiment. Je vais dire, là, ces deux-là, là, en Sermette et Magistrati, il y a vraiment quelque chose, c'est formidable. Et puis Tassin a été mon prof au DEA, et à l'époque je lui ai dit il faut creuser cette histoire, on ne peut pas être que dans un champ, alors que c'est vrai qu'il y a encore, je sais pas, 30 ans, c'était plus compliqué quand même, hein, les champs, hein, c'était quand même beaucoup plus clivé qu'aujourd'hui. Donc ce colloque, quand il est arrivé, qu'on m'a proposé d'y participer, j'ai dit yes tout de suite, quoi, parce que c'est l'inverse de la psychanalyse mortifère ou des neurosciences arides, c'est tricoter. Moi, ma théorie en clinique et en pratique, c'est le tricotage, sans doute parce que je ne sais pas bien tricoter. Mais je dis souvent aux gens, vous tricotez votre histoire avec vos enfants, vous pouvez sauter une maille, vous la rattrapez, ça fera un tricot tout à fait original. Il ne faut pas sauter toujours la même maille parce que, évidemment, au bout d'un moment, il y a un trou et c'est difficile. Mais là, on peut tricoter des champs différents, mais qui ne sont pas seulement complémentaires, qui sont intriqués. C'est-à-dire que, pour moi, vraiment, la psychanalyse et aux neurosciences, ce que la gravité de Newton est à la relativité générale. C'est-à-dire qu'il y a une théorie effective. Pour rencontrer quelqu'un, on va travailler avec
nos ressentis, ce qu'on va appeler le contre-transfert, son transfert, les histoires qui vont s'entrecroiser dans sa tête, comment on va le mettre en confiance, le lieu, les objets, comment il va être bien, c'est avec ça qu'on va travailler. Mais on sait très bien que, notamment dans le trauma, on va travailler pour changer des processus de pensée ou l'appréhension du monde, et que ça se passe dans le cerveau, et que ça peut tout à fait s'expliquer, et que c'est absolument pas contradictoire. Il y a plein d'articles, notamment Tassin, on a fait un formidable sur le plaisir, là, qui est à ce sujet. Donc, quand j'ai vu ce colloque, je me suis dit, ben voilà, c'est super, et surtout quand, en plus, on m'expliquait qu'il y avait des jeunes qui pouvaient y participer, j'ai dit, mais alors là, moi, j'adore enseigner, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. Je me suis dit, on va faire un groupe d'internes, et puis on va essayer de jeunes psychiatres, on va essayer vraiment de faire quelque chose. Et puis, après, l'abord de ce que je vais raconter, je me suis vraiment penchée sur le texte autour des pathologies des limites. Alors qu'elles soient dans des limites de la vie et de la mort, quand on a des patients très gravement malades par exemple, ou que ça soit dans plutôt les troubles de la personnalité, et comment dans ces catégories-là, on est obligé dans sa pratique analytique d'introduire des décalages, des tout petits décalages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder la lumière en face, parce que si quelqu'un est malade et qu'on regarde la lumière en face, on ne voit que la maladie, qui est de la réalité, ce n'est pas du fantasme, elle est là. Donc il faut un prisme pour diffracter un peu et aller chercher, introduire un tout petit décalage. Et c'est pareil avec les pathologies limites, les états limites, c'est-à-dire qu'il y a des gens, si on ne joue pas avec de l'humour, c'est même pas la peine d'essayer de les rencontrer, ça ne va pas marcher. Et puis dans ma pratique clinique à la Fondation Vallée, j'ai rencontré beaucoup de gens de milieux socio-économiques très variés, mais souvent défavorisés, qui avaient l'impression que rencontrer un psychanalyste, c'est pas possible. Ça ne faisait pas partie des choses possibles. Et en fait, là aussi, il faut faire un espèce de petit décalage, parce que sinon est à l'œuvre quelque chose qui appauvrit leur pensée et qui a à voir avec quelque chose de l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur trauma, ils restent dans leur système, et ils ne peuvent pas imaginer qu'il y ait un embryon de possibilité de tricoter quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai proposé, aux confins des limites, aller vers le décalage. Et je trouve que ce texte nous montre qu'effectivement, on ne peut pas traiter le trauma comme on traite la névrose montin. Enfin, c'est pas la même chose. Et neuroscientifiquement parlant, c'est pas la même chose non plus. Donc voilà, je me fais un bonheur d'imaginer tous tricoter ensemble avec des jeunes, des moins jeunes, et avec des approches tout à fait diverses, mais toutes passionnantes. Voilà.